Bonjour à tous. Vous arrivez à point, là on commence. Je vais partager mon écran du coup. S'il veut bien. Il a bien voulu tout à l'heure. Est-ce que vous voyez quelque chose de Très votre bien. côté? Ouais, très bien. Ok. Alors, voilà, donc je vais commencer à présenter l'avancement du projet. Simplement une petite signification rapide. Si des personnes de l'équipe souhaitent intervenir, préciser des choses dans ce que je dis, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Donc le projet Mode 3D, modélisation des gisements de nickel, est un projet cofinancé CNRT et BRGM avec la collaboration du service géologique de Nouvelle-Calédonie et une forte mobilisation des mineurs opérateurs miniers de Nouvelle-Calédonie. Donc l'avancement de ce projet, donc là on va vous présenter l'avancement qui s'est déroulé tout au long de l'année, comme l'a précisé France et comme vous le savez, ça a été une année particulière à pas mal de niveaux. Donc on va voir comment ça s'est déroulé de notre côté sur ce projet. Donc juste une petite slide de récapitulation concernant le cadre du projet. Donc c'est un cadre qui a été contractualisé, on va dire, dans le cadre d'une convention de financement de recherche. Donc une convention signée le 3 décembre 2019. Donc on est en train de fêter l'anniversaire en fait. Donc entre le CNRT, le BRGM et la FGNC. Le budget est équivalent à 21,4 millions de francs CFP, un équivalent de 179 kilo-euros pour chaque financeur. Il était censé durer initialement 21 mois entre 2019 et 2021. Donc on verra à l'issue de cette présentation, il y aura des discussions, on va voir de quelle manière on pourra procéder par la suite. Et puis la réunion de lancement a eu lieu, je l'ai déjà dit, le 3 décembre dernier. L'objectif du projet Mode 3D, alors déjà dans un premier temps, il faut savoir que c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité d'Ophiostruct, qui va permettre d'aller plus loin dans ce qui a déjà été fait auparavant. Donc il a pour objectif de caractériser le contrôle géologique et structural du bedrock sur les localisations notamment de la géométrie des enveloppes minéralisées en Nouvelle-Calédonie. On souhaiterait permettre de reconstruire en 3 dimensions les gisements de nickel qui sont épuisés. Associé à une acquisition de données pétrophysiques et résistivité, ça va permettre d'évoluer vers une interprétation plus fine des résultats de géophysique aéroportée où il y a eu des campagnes dans le cadre d'Ophiostruct et où il y en a encore actuellement. Donc Mode 3D a donc une finalité qui est très pratique, en combinant ces deux objectifs. L'idée, c'est de proposer une démarche prédictive qui va, on l'espère, permettre d'anticiper la distribution des max exploitables au sein du profil d'altération, de façon à optimiser les pratiques d'exploration et d'exploitation en intégrant l'ensemble des données qui sont existantes, et notamment celles de l'électromag. Alors, au-delà du rapport scientifique qui sera fourni à la fin du projet, on va produire en fait des guides d'exploration, des guides géologiques, architecturaux, c'est-à-dire structuraux en termes de géologie structurale. Alors à l'usage des membres du CNRT, mais aussi de tous les autres opérateurs miniers qui permettent de mieux localiser les structures favorables aux enveloppes minéralisées du massif minier calédonien.
Alors, la démarche globale, c'est une démarche qui est assez innovante. Et donc, je le rappelle, c'est un projet de recherche. Du coup, on met en place de nouvelles méthodes, on combine de nouvelles techniques pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau et d'efficace dans ce type de travaux. Donc, à partir d'une fosse exploitée, on va récupérer, d'ailleurs c'est déjà fait, récupérer et synthétiser un bon nombre de données donc, de ces fosses. Et aussi pouvoir, l'idée c'est de pouvoir aller rechercher des informations sur ces fosses mêmes, aller acquérir des données dans la fosse déjà exploitée. Et à partir de tout ça, on va créer un modèle géologique 3D de la fosse, mais un modèle, je dirais, avant exploitation. Donc, à quoi ressemblait le gisement avant exploitation, à partir de toutes les données qui ont pu être acquises pendant cette exploitation. Donc, dans le cadre de l'acquisition des données, on va aussi prélever un certain nombre d'échantillons pour pouvoir faire des tests de résistivité des roches, pour pouvoir étalonner les abacs. Et puis, à partir de ce modèle géologique 3D et les analyses de résistivité, en fait, on va créer une image électromag synthétique. C'est-à-dire qu'on va simuler l'électromagnétique. Alors pourquoi? Parce que dans la plupart des fosses exploitées sur lesquelles on a eu des informations, en fait, il n'y avait pas eu de levée EMA. À partir de tout ça, l'idée c'est de pouvoir, donc des modèles géologiques structurels d'altération et de faciès. Donc tout ça, ça va intégrer le modèle géologique 3D. Ce modèle va intégrer aussi des enveloppes de teneur. Et le modèle de simulation, il va intégrer des résultats de simulation et d'analyse, donnant une image de l'EM. À partir de ça, on va créer des guides d'exploitation. On va tester sur un site test pour pouvoir vérifier que le signal EM qu'on a simulé correspond bien à ce qui se retrouvait dans la fosse qu'on a déjà exploitée. Et ainsi, l'idée, c'est de pouvoir vous mettre à disposition des équivalents de signal EM et de type de faciès type qui vont vous permettre, in fine, avec toutes les acquisitions EM que vous avez pu récolter auparavant, vous permettent de vous guider dans le sens où ça va vous permettre de vous guider et de ne pas forcément envisager des campagnes d'exploration avec une quantité astronomique de forages qui sont la plupart du temps, vous le saviez mieux que moi, extrêmement coûteuses et du coup pouvoir vous aider à la décision et à l'exploration, envisager des forages quand c'est vraiment très nécessaire et que vous pouvez vraiment pas faire autrement. Et ça peut être un gain économique énorme. Donc, sur l'aspect du chronogramme, donc ça, c'est une présentation du chronogramme initial. Il y a une question, oui, allez-y. Une précision sur les tests d'application. C'est quoi? C'est sur quelle zone? Vous en dire un peu plus. La zone, pour l'instant, elle n'a pas encore été décidée. Ça vient plus tard dans le projet, en fait. Mais si vous avez des idées, faut pas hésiter. Alors, sur le chronogramme initial, donc là, c'est le chronogramme initial. C'est simplement pour présenter. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu perturbée parce que je m'entends en écho. C'est pas évident, donc je vais parler lentement. Donc, le chronogramme initial, il se présente de la manière suivante, et les flèches, pardon. Les flèches rouges, ce sont les jalons décisionnels sur les premières phases du projet. Alors, jalons décisionnels, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
C'est donc sur ces phases, donc le choix des sites, il a fallu faire un choix sur les sites mis à disposition. Donc ce choix, il a été fait en concertation avec le CNRT, l'équipe BRGM, les mineurs et le SGNC. Et donc ce jalon, en gros, on se réunit autour d'une réunion, on fait le point sur les les sites possibles et on décide collégialement des sites qu'on sélectionne. Ensuite, la deuxième flèche rouge, c'est à l'issue de la récupération des données, c'est pour se réunir en concertation avec tout le monde en se disant, ben voilà, à partir de toutes les données, à partir des sites qu'on a pu sélectionner, on a bien récupéré toutes les données. Du coup, on peut aller plus loin dans le projet et on acte le fait qu'on a bien tout ce qu'il nous faut pour le projet. Et le troisième jalon, ça c'est une fois qu'on a récupéré les données, l'idée c'est d'étudier, d'analyser les données qui ont été récupérées. Donc l'équipe de projet, les data managers notamment, ont beaucoup travaillé sur les bases de données que vous avez pu nous mettre à disposition afin de vérifier que la répartition, le format correspondait aux besoins du projet. Donc en gros, rapidement, les tâches. Donc la première tâche était le choix des sites. La deuxième tâche, c'est tout ce qui est acquisition de données. La troisième tâche, ça concerne la modélisation, donc avec la préparation des données, le modèle géologique et le modèle de teneur. La tâche 4, c'est ce dont je vous ai parlé sur l'aspect simulation EM, avec l'analyse des résistivités et la simulation, c'est-à-dire l'image synthétique de l'EM en elle-même. Ensuite, la tâche 5, c'est la mise à disposition et la production de tous les guides d'exploration. Et enfin, le rapport. Donc tout ça entre 2020 et 2021. Alors maintenant, dans le détail des choix des deux sites, alors on tient à dire que le choix des deux sites, effectivement, s'est fait en concertation. Il y a eu beaucoup d'échanges les premiers mois du projet sur le choix des sites. Il y a une forte mobilisation des opérateurs miniers. On souhaite sincèrement vous remercier pour tous les échanges qu'on a pu avoir avec vous tout au long de cette année, parce que ça a bien duré l'année complète au final. Au tout début du projet, on vous a envoyé des fiches techniques et on a eu des retours on a eu 12 retours parmi les opérateurs miniers qui sont cités là sur la slide. Il y a eu 12 fiches qui nous ont été retournées. Au final, on a discuté 7 sites sur ces 12 fiches au cours de l'année, donc avec vous, avec notamment KNS sur le site Naodoubé, SMT sur le site Naketi Plateau et la SLN sur plusieurs autres sites, Trois Piments, Grand Saint-Pierre, Atio, Française Poro, Sirace et Bonini. Une forte mobilisation aussi du CNRT pour la mise à disposition d'une plateforme d'échange qui nous a quand même beaucoup facilité la tâche pour récupérer les données. Ça, je pense qu'en termes de retour d'expérience, on peut dire que c'est une belle opération de ce point de vue-là d'avoir mis à disposition ces FTP, notamment dans les conditions actuelles, en tout cas nous de notre côté pour les aspects confinement Covid. On a été obligé de travailler chez nous pendant l'analyse des données récupérées et du coup possiblement on aurait eu des difficultés à échanger directement avec différents opérateurs pour récupérer les données. Là, le fait qu'il y ait une seule et unique plateforme, ça nous a beaucoup facilité les choses parce qu'avec nos réseaux à la maison, ça n'a pas toujours été évident d'échanger avec le reste du monde. Donc, je pense que cette plateforme a beaucoup facilité les choses.
Et puis, au final, on a récupéré en tout et pour tout quand même 3 bases de données qui, vous allez voir, sont quand même sont très conséquentes. Et avec après rédaction d'un accord de confidentialité signé par tous les partenaires et pour chaque base de données. Donc je vais souvent les citer pendant la présentation. Le site de Naodoubé, Naketi et Grand Saint-Pierre, Atio, qui pour nous a été, on va dire, un site, là j'ai cité un site de secours et vous comprendrez pourquoi on l'exprime ainsi au cours de la présentation. Donc encore une fois, tout ça avec une contribution extrêmement active des opérateurs miniers de la Nouvelle-Calédonie, et notamment pas uniquement pour récupérer les données, nous mettre à disposition des fichiers, mais il y a eu aussi beaucoup d'échanges avec vous pour aider l'équipe à analyser et préparer les données pour leur exploitation dans le cadre du projet. Donc merci à tous. Donc là, je vais en venir directement au cœur du sujet, donc le choix des sites. Je vous signifie simplement, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, mais en haut à droite, vous avez les différents jalons et j'ai mis des OK, où vous verrez des fois il n'y a pas des OK, et je vous expliquerai pourquoi. Le jalon 1, pour rappel, c'est la sélection, présélection, je dirais, du site. Le jalon 2, c'est une fois qu'on a récupéré les données. Et le jalon 3, c'est une fois qu'on a analysé et qu'on considère que analysé toutes les données et qu'on considère qu'elles peuvent être utilisées dans le cadre du projet et que ça va être tout concorde bien. Donc le premier site sélectionné avec oui, je vais oser le dire, aucune difficulté en fait. C'est la base de données de Naodoubé, fournie par KNS. C'est une base de données qui est pertinente bien évidemment, mais quand je dis pertinente, c'est pertinente vis-à-vis des besoins du projet, avec un nombre important de sondages récents, notamment environ 2760 sondages, des levées géophysiques et des coupes donc EM avec des coupes de résistivité aussi, et des possibilités d'observation et de caractérisation du substratum non altéré. Donc ce site a été sélectionné très rapidement, si ma mémoire est bonne, fin février, c'était plié, c'était acté, donc ça a été très très vite. Donc du coup, on a pu se mettre à travailler dessus assez vite au début de l'année. Le site de Naketi SMT, donc tout pareil, c'est une base de données qui est pertinente pour le projet, qu'on a pu récupérer aussi rapidement que la précédente, avec de nombreux sondages, environ 1700 sondages. L'intérêt aussi qu'on avait vu sur ce site-là, c'est de pouvoir faire le lien avec les travaux d'Agathe Carbonet obtenus au niveau d'une fosse voisine, donc elle a travaillé en collaboration notamment en collaboration du BRGM et en utilisant le géomodeleur. Donc c'était intéressant pour nous de pouvoir faire le lien avec ce projet-là. Et tout comme l'autre site, il y avait des possibilités d'observation et de caractérisation du substratum non altéré, ce qui est important pour ce projet. Alors, on l'a validé le jalon 1 et le jalon 2 avec une inquiétude quand même concernant la répartition des données géochimiques qui s'est confirmée en fait au jalon 3 à l'analyse des données, puisque là, comme vous pouvez le constater, il y a une répartition, on présente une répartition des sondages avec des éléments géochimiques dans le sondage. Alors, sur ces données géochimiques en vue de la modélisation de teneur, et on avait souhaité des sondages avec des éléments analysés à environ 8 éléments, à partir de 8 éléments. Et en fait, vous remarquez, là, on vous a mis en bleu des sondages avec 3 éléments analysés en bleu, en vert 5 et puis en orange 7. Et il y a beaucoup de données avec seulement 3 éléments analysés
et extrêmement regroupés. Donc formant des clusters et dans le processus de modélisation des teneurs pour nous par rapport à la méthode qu'on souhaite mettre en place, on a beaucoup tergiversé sur cette question-là, notamment avec nos géostatisticiens. Ils ont fait des tests pour pouvoir à la limite pouvoir se dire ben voilà, il y a certains éléments qui de toute façon fonctionnent en général conjointement, donc on pourrait faire l'estimation que sur tel ou tel sondage, finalement, on pourrait dire qu'il regroupe pas uniquement ces 3 éléments-là, mais peut-être les autres. Mais ça nous paraissait un peu cavalier dès le départ du projet de faire de telles approximations. Déjà qu'on est censé en faire quand même un certain nombre au cours du projet, notamment dans les phases de modélisation. Donc, on a préféré se réserver la possibilité d'explorer un autre site pour pouvoir, parce que sur ce cas-là, on entreprenait beaucoup d'approximations dès le départ et mes collègues pourront vous le confirmer par expérience, quand on commence à lisser trop tôt des informations ou même créer de la donnée, bah c'est pas forcément pertinent. Donc à partir de là, on a laissé donc parce que la base de données était quand même super propre et conséquente, excepté ce détail-là. Donc on l'a gardé en stand-by le temps, puisqu'en plus on avait tout récupéré, finalement on commençait à bien la connaître aussi. Donc on s'est dit au cas où on trouverait pas un autre site qui soit aussi pertinent, on préfère le garder sous le coude, au moins on n'aura pas perdu toutes les informations. Donc on l'a gardé en stand-by jusqu'à tout récemment et jusqu'à la sélection du dernier site. Donc pour récapituler à ce moment-là, on en est donc l'élection des sites ont été faits en temps et en heure, sans réelle difficulté, avec une forte mobilisation des opérateurs miniers en répondant à nos questions et en nous fournissant les fiches nécessaires. En termes de récupération des données, bah pareil, avec un petit mois de retard, mais franchement acté en réunion de Jalon 2 et sans difficulté non plus. On a récupéré toutes les données de KNS et de SMT. Et puis pour la synthèse des données également, donc là on a fini en juin, c'était en juin, on a pu commencer sur le site de Naketi, que je me trompe pas. Et tout ça, en fait, tout ça s'est déroulé pendant la période où nous, et puis je pense vous aussi à cette époque-là, on était tous confinés chez nous. Donc du coup, à ce moment-là, on s'est dit bon ben, de toute façon, on peut pas aller sur le terrain, on peut pas bouger. Donc c'était un argument supplémentaire pour envisager l'option d'explorer un autre site. Et puis comme la communication fonctionnait très très bien, avait très très bien fonctionné auparavant, ben on s'est dit autant le faire pour optimiser le choix du site. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit bon ben on va se lancer sur un site de secours et l'option était effectivement la SLN puisque en juin 2020 on a pris contact avec Claire ici présente afin de discuter d'une alternative au site de Naketi. Donc initialement le BRGM avait proposé Bonini, mais en fait il présentait plusieurs problèmes. Puisque donc des sondages ne traversaient pas l'intégralité du profil géologique, mais aussi intégrer des données de déblais et remblais diverses stériles, ce qui posait un certain nombre de soucis en termes d'exploitation pour notre projet. Ensuite, il y a 3 autres sites qui ont été étudiés, donc plutôt, je dirais même discutés. Donc avec des échanges techniques réguliers et en fait on a discuté en fonction de critères disons
géologiquement qui soit quand même différent du site de Naodoubé, que la base de données soit évidemment aussi complète que possible, mais bon, ça c'était pas la peine que je le précise. Et puis avec une hauteur de profil d'altération qui soit quand même assez représentative. Donc au final, Française à Poro, on l'a longuement discuté, mais il y a eu des échanges sur le fait que pas forcément une garantie d'accessibilité. Et pour nous, le fait que ce soit accessible, alors, je comprends bien, c'est jamais vraiment garanti, mais là, au moment où ça s'est discuté, c'était vraiment pas envisageable. Donc, on a préféré le laisser de côté. C-Race, alors cette base de sondage, là, pour le coup, était assez restreinte, avec des forages post-exploitation. Et donc, au final, la SLN nous a conseillé, et là encore, merci pour les conseils et les échanges. On a travaillé pour qu'on travaille sur le Grand Saint-Pierre à Thiou. Donc après cette suggestion qu'on a bien entendu écoutée, il y a eu encore, c'était pas fini, il y avait beaucoup de travail à faire, puisque il a fallu récupérer la base de données et puis l'analyser. Et en gros, là, cette slide résume ces deux phases. Donc, avec les jalons, là, vous voyez sur le côté les jalons qui sont tous au vert. Donc, pour le site de secours SLN Grand Saint-Pierre-à-Thiou, donc une base de données qui est importante, des sondages récents aussi, environ 1700 sondages. Toujours pareil, nos critères, le fait qu'on puisse observer des substratums non altérés. Là aussi, il y a des données géophysiques qui sont conséquentes, notamment des profils ERT2D, des données de sondage avec des analyses sur au moins 7 éléments géochimiques. Donc ça, pour le coup, du coup, on a regardé, on a cherché on a été particulièrement attentif à cet élément-là dans la base de données. Donc, au final, cette base, tout comme la base KNS, donc il y a certaines passes qui n'ont pas été analysées, mais au final, on s'est dit que ça concernait uniquement les latérites ou la roche-chêne. Donc, ce point pourrait être compensé par des analyses après échantillonnage sur le terrain. Donc, après beaucoup d'échanges, encore une fois, on a considéré que les bases de sondage SLN donc est complète et permettent de poursuivre le projet. Malgré, et on a eu quelques petites difficultés de gestion, au niveau des bases de sondage d'exploitation et de publication au format carotte. Mais bon, encore une fois, des difficultés qui ont pu être surmontées grâce à une collaboration étroite avec les opérateurs miniers sur place et des nombreux échanges. Donc, ça a été super, quoi. Voilà, donc pour finir sur le choix des sites, donc vous voyez, ça a été tout plein de périspéties, beaucoup d'échanges. Ça nous a pris du temps avec le contexte pandémique mondial. On a fini par retrouver nos deux sites. Donc, le site de Naodoubé, qu'on a validé le 26 mai 2020. Le Grand Saint-Pierre, qu'on a validé il n'y a pas si longtemps que ça, le 30 novembre dernier. Puis le site de Naketi, qui est resté en stand-by depuis le 26 mai et qui finalement, on n'a pas validé par manque de données géochimiques. Alors, on est très content d'avoir récupéré ces bases. On espère pouvoir poursuivre les travaux dans le cadre de ce projet. Simplement, là, j'ai mis des petites mentions auxquelles l'équipe de projet, sur lesquelles on devra être attentif. C'est les niveaux de serpentinisation entre Doubé et le Grand Saint-Pierre ne sont pas aussi contrastés que ce qu'on aurait souhaité par rapport pour bien simuler pour bien signifier les contrastes dans nos simulations EM. Mais par contre, elle est suffisante. Certes, elle n'est pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais de toute façon, elle sera suffisante. On l'espère en tout cas. Alors, simplement un petit rappel aussi,
les 2 sites qu'on a sélectionnés, on les a aussi sélectionnés du fait qu'on pensait qu'elles soient accessibles pour des acquisitions sur le terrain par la suite. Mais bon, au final, c'est peut-être pas ça qui va poser problème. Alors, je fais un petit aller-retour parce que là, je me souviens plus ce que je voulais faire. Je l'admets. Voilà. Hop. Alors, le chronogramme, donc là, simplement un petit récap. On a fait l'élection des données. Donc, simplement, là, c'est au 26 mai, les jalons 1 et 2. Et au final, après avoir sélectionné le site de secours, on a un petit décalage qui est dû au fait aux différents échanges pour bien sélectionner le site, mais qui a été quand même rattrapé à mon sens et compensé par le fait qu'on a aussi beaucoup travaillé du coup pendant cette période-là sur la modélisation et notamment la phase T3A, préparation des données. Donc, en parallèle du choix du site de secours, donc le Grand Saint-Pierre, on a aussi travaillé sur la préparation des données. On a anticipé, on n'a pas attendu d'aller vers la campagne d'acquisition. Donc ça, c'est une partie de la présentation qui vous sera présentée par Séverine Carridge, qui a beaucoup contribué. Donc, préparation des données, là, justement, nous y sommes. Séverine, est-ce que je peux te laisser la main ou tu veux... Vous n'avez pas de questions sur cette première partie? Oui, pardon. Excusez-moi, je suis emballée là. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question, mais c'était peut-être on va en parler après, c'est sur les explications sur la simulation de la géologie. Pour avoir un peu plus sur la méthode qui est utilisée pour simuler la géologie. Enfin, pour l'électro, enfin l'EM. Ouais, pour simuler l'EM. Alors là, malheureusement, notre expert n'est pas là ce matin pour en parler. Donc, je vais essayer je suis pas une experte dans le domaine, mais je vais essayer de le faire, à moins que un de mes collègues se sente d'en parler. Mais en gros, l'idée, c'est en fait, quand on a monté ce projet, on avait dans l'idée que j'avais l'impression que excusez-moi, c'est perturbant, je m'entends en écho. Du coup, j'ai l'impression que quelqu'un parle en même temps que moi. Les autres aussi. C'est pareil pour nous, Sansi. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, du coup, c'est pas top, mais bon, je vais parler lentement pour éviter que ça fasse trop de. Est-ce que vous m'entendez? Je vais couper le micro, tu nous dis. Ouais. Bah, du coup, moi, je m'entends plus en écho quand tu coupes ton micro, France. Mais par contre, je sais pas si vous entendez mieux. Faites-moi un pouce en l'air si vous m'entendez mieux. Ouais, bah super. Bon, bah voilà. Mais du coup, j'entends plus de bruit de fond, je me sens seule. Bon, okay. Je vais arrêter de me plaindre. Donc, par rapport à la simulation EM, en gros, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, on se disait, l'idéal, c'est d'avoir un site où l'EM aura été levé avant exploitation. Et ça, au final, on s'est rendu compte que, en creusant un peu, que c'était pas forcément possible. Alors, comme on est un petit peu buté, et puis on croit vraiment en ce projet-là, on s'est dit, en fait, l'idée, c'est de récupérer un certain nombre d'informations qui sont issues des forages, faire des prélèvements de résistivité sur le terrain, mais aussi potentiellement sur des carottes. Ça, c'est des choses qui pourront être discutées. Et
à partir de ces informations-là, et toutes les autres, on va créer un modèle géologique, donc des géométries avec des failles, des horizons, des enveloppes. Et l'idée, c'est de pouvoir, connaissant un certain nombre d'équivalents entre faciès, résistivité et la connaissance qu'on a d'autres études avec l'EM, pouvoir faire une image synthétique de ce qu'aurait pu être l'EM dans la fosse exploitée alors qu'elle n'a pas été levée. Alors là, je ne sais pas si du coup c'est très très clair ce que je dis. Oui, pardon. Non, oui, ok, ouais, ça te donne des infos. Donc oui, c'est reconstitution à partir des changements de surface, éventuellement sur des sondages. Ouais. Avec, par rapport à d'autres études, par rapport à d'autres études géophysiques qui ont été faites. C'est ça. C'est quelle étude géophysique de référence que vous avez utilisée? Alors si tu veux, je pourrais t'envoyer les informations. Parce que là, pour être tout à fait honnête, je les ai pas sous le coude. Mais on les a. Mais là, je les ai pas. Mais je pourrais t'envoyer les infos. Et après, je pensais à autre chose aussi, c'est que là, par rapport. Alors, le truc, c'est qu'au niveau de l'EM, vous comptez utiliser les levées EM, les premiers levées EM, et pas forcément ceux qui ont été faits l'année dernière, c'est ça? Voilà, bah ça, c'est pas arrêté. Parce que, après, c'est vrai que depuis qu'ils ont été faits, par exemple, sur Grand Saint-Pierre, il y aura bientôt 1 an d'exploitation. Alors, après, c'est peut-être pas encore suffisant pour. Mais voilà, on peut déjà avoir 1 an de M qui a été exploité. Alors, c'est peut-être pas assez pour faire une interpolation de l'électromagnétisme, mais à regarder, pourquoi pas. Non, mais c'est effectivement une bonne remarque. C'est toi, Claire, qui parle, c'est ça, hein? Oui, oui, je t'ai reconnu. Oui, c'est effectivement, ça a été évoqué avec France et Vincent au tout début d'e-projet, parce qu'il y a des campagnes qui étaient supposées, alors je ne sais pas où ça en est par contre, là j'avoue, pouvoir être mises à disposition à partir du mois de juin 2020. C'est ça? C'est de cette campagne-là dont tu me parles? Oui, je reprends 2 secondes, celle-ci. C'est oui, vas-y. Les résultats de la campagne des mineurs, qui s'est réalisée fin 2019-2020, ont été remis en intégralité à la SNN en juin 2020, je crois, et qui les a redistribués à l'ensemble des acteurs. Donc les mineurs disposent de leur jeu de données depuis, je pense, juin 2020, sur l'ensemble des sites qui ont été volés. Ce que je connais, en tout cas de nos échanges, c'était les prévisions de vol initiales. Je n'ai pas le levé exact de ce qui a été volé. Je crois que vous avez fait une présentation. Ça doit être sur des slides. Oui, enfin, j'ai pas assisté non plus, mais voilà, il y a éventuellement une restitution des zones volées. Quand tu as présenté, en tout cas, tes slides, il y avait l'emprise des zones, des vols prévisionnels, et je crois que sur Thio et sur le site de Mao, ça a été volé en effet. Donc les données EM existent et elles sont chez les mineurs. Maintenant, je pense que dans le cadre du projet, il y a simplement à faire la demande de l'obtention de ces données. Donc les deux campagnes, enfin pas les deux campagnes, les deux résultats, c'est-à-dire le résultat fourni par Skytem et le résultat fourni par PRGM, sont a priori accessibles si vous en faites la demande dans le cadre de vos projets. Parce que c'est vrai que maintenant, on a pas mal d'attentes par rapport à vraiment l'interprétation de cette EM au niveau de la modélisation. Parce qu'on sait qu'on a toute cette donnée, mais à l'heure actuelle, on fait beaucoup de modélisation uniquement à partir des sondages. Et enfin voilà. Elles sont disponibles a priori, je pense qu'on pourrait simplement faire la demande, maintenant que les deux sites ont été retenus, on a franchi les jalons, de faire l'acquisition des données complémentaires EM qui ont été fournies depuis, parce que quand vous avez démarré
l'inventaire des sites et la récupération des données, c'est en février et mars. Vous n'aviez pas encore, enfin, personne n'avait encore les données. Les données sont apparues entre-temps, donc il n'y a pas de retard, à mon avis, à faire la demande des données maintenant, sur les sites. Sur les sites qu'on a déjà fait. Sur les sites qu'on a retenus, les 2 sites retenus. A priori, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ça serait intéressant, parce que je comprenais de ce que tu as dit, ça serait intéressant de trouver un site qui a été bien exploité depuis, par la constitution avec le même. Bah, après, oui, après, je sais que sur dans Saint-Pierre, les levées ont été faits à la date de soit en fin 2019, et donc bientôt, on aura un an où le levé a été payé un an, où, comme l'amas est en exploitation et il y a, voilà, le rendement est assez important sur cet amas, hein, on est activement dessus. On a défruité ce qui a été levé il y a un an. Alors, c'était pas encore suffisant, un an, ça va, à mon avis, vu les épaisseurs exploitées, ça va être assez fin, mais je ne sais pas, c'est toujours ça. Claire, avec tous les échanges que tu as eus avec Charlène Coutin, c'est un point que tu avais évoqué parce que ces échanges de données, en fait, ont eu lieu après le mois de juin. Là, ça s'est fait cet été et ce début d'automne. Est-ce que vous aviez évoqué ensemble ce point-là, ces données-là? J'avais déjà parlé, et en fait, la réponse que j'avais eue, c'était que vous n'aviez pas l'autorisation d'utiliser ces données. Mais bon, oui, après, ok, donc vous n'avez pas l'autorisation, mais il suffit de la demander. Mais j'avais cru comprendre que c'était compliqué d'utiliser cette donnée-là pour le projet. Peut-être que c'était aussi une sorte de timing, la donnée n'était peut-être pas prête, mais vu que le projet prend du retard, peut-être que c'est intégrable. En fait, c'est à vous de. Bah, si c'est intéressant, on peut essayer de demander l'autorisation. Bah oui, après, on va demander l'autorisation à la SLN d'utiliser ses propres données. Parce que c'est vrai que sur KNS, le problème se posait moins parce que. Parce qu'il y a eu la première campagne qui a été faite sur tout le KNS. Mais quand ça fait, on ne sait pas. C'est que la deuxième. Et je pose une question. Il n'y a aucun des sites qui avait été volé dans le cadre de la campagne de démonstration. C'est ça. Qui aurait été exploité. J'entends pas très bien, mais pour compléter, on a abordé cette question avec Claire et la SLN, notamment dans le choix des sites, comme évidemment un potentiel supplémentaire. Donc effectivement, on l'avait en tête. Après, effectivement, les données n'étaient pas arrivées quand on a commencé à récupérer, et je pense pas qu'on l'avait intégré. Alors, à voir avec Marie, mais il me semble pas que c'était dans l'accord de confidentialité, puisque dans les toutes premières réunions qu'on avait fait, effectivement, on savait pas si on pourrait utiliser ces données-là et comment. Mais bien évidemment que si on les a à disposition, ce sera évidemment bien plus intéressant pour le projet. Ouais. Et effectivement, pour Maodoubé, la question se pose pas, puisque les levées faisaient partie du projet Ophiostruct, et donc on savait qu'on pouvait les utiliser. On essaiera de faire la demande, du coup, pour peut-être, si vous pensez que c'est bien de le faire maintenant, que c'est pas trop loin, je sais pas. Ben, on peut faire un point à la fin parce qu'il y a, je pense qu'il y a une série d'échanges à avoir à la fin de la réunion. Alors peut-être elle aura pas lieu pendant cette réunion-là, mais à un moment donné, il faudra qu'on discute sur la suite du projet, les suites à donner, les différents scénarios possibles en fonction de l'évolution de la situation. Et ça, ce serait un point à préciser effectivement par rapport à ces nouvelles données. Ouais. Séverine, est-ce que je peux te laisser présenter cette partie-là? Oui, je vais te demander le contrôle. Vas-y, contrôle. Pas si. Non, tu connais Zoom, toi? Bah force. Zoom. C'est bon, tu l'as ou tu l'as pas? Sinon, je fais. Je sais sur pas. le bouton. J'ai accepté.
Est-ce que vous voyez ma souris, par exemple, là? Non. Bon, bah, tu me dis quand je te passe les slides et puis tu les commentes si Ok, tu je te veux. laisse faire alors. Ouais, Ouais. vas-y. Donc, je vais juste assez rapidement, finalement, vous montrer un petit peu à quoi ressemble le travail que nous avons fait. Donc, si tu peux revenir juste avant, Sam? Ah, pardon. J'ai pas fait exprès. Donc, bon, on n'a pas fait des diapositives exhaustives hein, du travail réalisé. Je pense que vous l'aurez très bien compris parce que vous avez l'habitude de travailler sur ces données-là. Mais donc, on a reçu énormément de données avec l'équipe entre Charlène, Ivan et moi et Sensi. Et donc, on a regardé tout ça et donc tout ça a été vérifié, complété, modifié, corrigé. Et encore une fois, on remercie les opérateurs miniers pour les échanges, notamment avec Charlène et Sensi pour compléter quand on en avait besoin. Pour un exemple très concret, par exemple, il y avait des fois des légendes dans les tableaux que l'on ne comprenait pas ou qui n'étaient pas assez précises pour nous. Et donc, on a pu échanger facilement pour avoir l'exactitude de ces légendes et savoir vraiment de quoi on parlait. Donc, tout ça a été récupéré, mis sur des serveurs chez nous aussi, pour bien sauvegarder et puis pouvoir échanger entre nous en situation de Covid. Donc, ça a été un petit peu long au démarrage, mais finalement, ça s'est bien fait. Et puis, nous avons converti tout ça dans les formats qui allaient bien, alors que ce soit dans des tableaux Excel ou essentiellement sur SIG aussi. Et surtout, vérifier ensuite que ça corresponde bien au format du GeoModeler, donc qui est le logiciel de modélisation 3D que nous allons utiliser ici, qui est un logiciel qui a été donc créé au BRGM et ensuite commercialisé par Intrepid Géophysique, mais donc que nous connaissons bien ici au BRGM. Donc pour le site de Maoudbé, Sensi l'a très bien dit tout à l'heure, on n'a pas eu de grandes difficultés, si ce n'est que la quantité de données était bien là. Mais on n'a pas eu de difficultés majeures pour récupérer les données, les transformer sous fichier Excel, comprendre ce qu'il y avait exactement dans ces bases de données et les transformer pour la 3D. Et par contre, sur le site de Grand Saint-Pierre, ça a été un petit peu plus long. Il y a eu surtout un gros travail fait par Charlène, notamment pour harmoniser les deux bases de données Préex et Explo. À savoir que pour la modélisation 3D, on a vraiment besoin d'avoir des données qui soient toutes identiques, notamment pour tout ce qui est lithologie, faciès, coordonnées. Enfin voilà, il faut que tout ça soit très bien harmonisé. Et donc, quand les tableaux sont différents, pour nous, il va falloir faire tous des croisements. Et c'est ce que Charlène a fait pour bien vérifier qu'on avait toutes les données propres en ordre, comme on dirait en Suisse. Et donc, pouvoir travailler ces données-là dans un modèle 3D. Donc, ce travail a été assez fastidieux, mais finalement, il a porté ses fruits et donc, on a pu avancer là-dessus. Donc, diapositive suivante. Merci. Donc du coup, puisqu'on était confinés et que nos géologues n'ont pas pu aller sur le terrain, on s'est dit, on va quand même aller un petit peu plus loin et vérifier que toutes ces données sont bien intégrables au GeoModeler et voir s'il y avait des lacunes, s'il manquait des choses, pour vraiment s'assurer de pouvoir bien travailler après. Donc pour la modélisation géologique 3D, il nous faut 4 types de données. Donc notamment les MNT, donc anti-exploitation et actuelle. Donc ça a été tout un travail de formatage parce qu'on a reçu les données sous format sur PAC. Donc il a fallu les transformer, les récupérer sur SIG, remettre les coordonnées comme il faut et exporter tout ça sous format ASCII. Donc bon, je parle peut-être un peu technique, mais c'est pour vous donner une idée de choses qui sont pas si compliquées à faire, mais qui prennent du temps et surtout qui doivent se faire en équipe. On travaille pas tout seul. Et donc voilà. Donc ça a été fait sur les 2 sites. Ensuite, la base de données sondage, effectivement, il fallait vérifier que tout soit bien renseigné en lithofaciès et teneurs. Donc, les teneurs ont aussi été vérifiées par notre géostatisticien en faisant des croisements pour voir s'il y avait un petit peu tout. Et donc, on s'est appuyé aussi sur les bonnes connaissances de Charlène sur ce type de tableau et de teneurs pour voir qu'on avait bien tout pour travailler.
Il faut aussi une carte lithostructurale avec les formations et les failles majeures, bon, sachant que tout ça, ce sera aussi, ça va reposer énormément en fait sur l'acquisition des données sur le terrain par les géologues. Hein. Ce sera une phase très importante du projet pour modéliser. Tout comme les mesures structurales, donc orientation, pendage classique. À savoir que ces mesures-là, on en a pour les 2 sites, on en a. Il faut juste les formater correctement. Pour la carte lithostructurale, on a une carte plus détaillée pour la SLN que pour KNS, mais bon, on s'en sortira. Voilà, donc toutes ces données-là sont sur SIG. Aujourd'hui, géoréférencées de la même façon, harmonisées, mis en page. Donc ça sera à continuer, hein, tout n'est pas fini, mais ça nous a permis de vérifier que tout était là. Diapositive suivante. Voilà, donc c'est une diapositive où il y a beaucoup d'images. Hein, il ne faut pas que ça vous effraie. C'est juste pour vous donner un peu une idée de ce que ça donne dans le logiciel. Donc vous avez ici en haut à gauche les MNT du site de la SLN. Donc vous voyez qu'on a 2 MNT avec des emprises différentes. Donc ces MNT, eh bien, on les traite sous SIG pour que l'emprise en fait du modèle 3D aille bien sur les 2. En fait, il faut que tout soit superposé. On ne peut pas travailler avec un MNT différent l'un de l'autre en termes d'emprise. Donc ça a été fait. En dessous, vous voyez que les 2 MNT ont pu être intégrés dans la boîte 3D. Donc vous voyez ici une boîte 3D. Au centre, en haut, c'est juste pour vous donner une idée des tableaux donc qui sont extrêmement complets. Donc qui ont été analysés, regardés, et par exemple vous avez les données d'orientation que vous voyez ici on va dire en rose, fuchsia, violet, les données d'orientation de la SLN une fois rentrées dans la 3D, donc qui sont bien réparties sur le MNT de 2009 je crois, qui sont réparties en 3D et sur la topographie de l'époque. Pareil pour les sondages. Donc tous ces sondages, ils ont été revus en termes de coordonnées, de profondeur, etc. Et vous voyez qu'on a une quantité de données phénoménale puisqu'il y a 3610 sondages qui sont intégrés dans cette boîte-là. À savoir que là, c'est une boîte 3D pour visualiser les données, regarder un peu comment elles se comportent. Mais l'emprise qui sera retenue pour la modélisation 3D, elle sera beaucoup plus restreinte, aussi bien en termes de profondeur qu'en termes d'extension. Hein, l'idée étant d'aller vraiment cibler sur une fosse bien précise. Nous avons eu la chance aussi d'avoir une orthophoto sur le site de la SLN. Alors je crois qu'on a fait la demande sur KNS, ça doit être faisable. Enfin, vous me direz tout à l'heure si c'est possible. Donc on a aussi une orthophoto, donc c'est pas indispensable, mais c'est une aide précieuse quand on peut l'avoir. Et puis en bas à gauche, donc vous avez un exemple de carte lithostructurale qui nous a été fournie, donc qui sera harmonisée en termes de lithologie, faciès, altération, avec la base de données sondage. Il faut que les 2 puissent correspondre pour pouvoir modéliser correctement derrière. Voilà, donc juste pour vous donner une idée de ce que ça donne en 3D, vous avez l'image tout en bas à droite au centre avec un peu tout. Donc il y a le MNT, il y a les sondages qui sont rentrés, il y a les données structurales et toutes les cartes à disposition qui vont nous permettre de travailler par la suite correctement. Voilà pour la SLN. Donc pour le site de KNS, diapositive suivante. Voilà, donc un peu le même style, hein, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc là, d'un point de vue des MNT, donc les emprises étaient à peu près similaires, donc on les a rentrées plus facilement et plus rapidement, effectivement. Pour les données de sondage, pareil. Donc vous voyez ici au centre une image des données de sondage en vert. Vous voyez que pour Mao, on avait 116 sondages, alors que pour Doubé, on en avait 2623. Donc c'est pour ça que le site qui sera sûrement ciblé après, ce sera plutôt sur Doubé et ciblé sur Doubé. Vous avez en bas à gauche donc le résultat MNT et sondages qui sont rentrés dans le modeleur. On n'a pas fait encore la démarche pour les données structurales parce qu'on savait que en voyant la base de données, on savait que ça rentrerait sans problème. Donc c'est juste une question maintenant de travail, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça nous a permis de valider les jalons assez rapidement. Et puis surtout, je vais rebondir sur la colonne stratigraphique que vous voyez ici en haut à droite. Donc c'est une colonne lithologie qui est extraite des sondages. Donc quand on rentre les données sondages dans le modèle 3D, en fait on doit donner des noms de formation. Donc là on les a rentrés de façon brutale, sans chercher à regrouper ni à faire des
des estimations sur les enveloppes de teneur ou de quoi que ce soit. Mais vous voyez en bas à droite que quand on rentre les données comme telles quelles, en fait, on a plein de couleurs. Donc là, notamment, ce sont des couleurs en vert. Mais vous voyez que les sondages, il y a toute une alternance en fait de données qui sont plus ou moins précises selon les sondages. Vous voyez des sondages où il y a du noir, où il y a plein de petits tracés, il y a du rose, enfin voilà. Donc tout ça, ça va être le travail qui va suivre et qui sera important. Et c'est là où la partie géologie de terrain va être extrêmement importante, puisque c'est ce qui va nous permettre de mieux définir les enveloppes types, on va dire, ou les grands ensembles pour démarrer le modèle 3D. Donc, diapositive suivante. Celle-ci, dia suivante, merci. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait commencé enfin, ce à quoi on va s'atteler prochainement, en sachant que tout ça dépend quand même vraiment de l'acquisition de terrain. Même si on peut travailler déjà un petit peu sur les sondages, mais c'est pas parfait. Donc l'idée donc des horizons dont je vous parlais, c'est vraiment de s'appuyer là-dessus, dire par exemple on fait la formation des haldes, des latérites, des roches altérées ou saines, etc. Et d'avoir ces grands horizons, ces grandes formations, on va dire, pour pouvoir démarrer la modélisation avec des enveloppes que l'on va remplir ensuite et habiller ensuite en teneur. Donc ça se fera dans un deuxième temps. Donc pour ça, il nous faut absolument les données d'acquisition de terrain et aussi les failles. Donc ça sera tout un travail en parallèle pour tout ce qui est failles et qui sont généralement très très peu renseignées dans les bases de données qui ont été fournies. Voilà. Donc si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Charlène aussi. Hein. Merci. Je vois personne, hein, donc je sais pas. Merci Séverine. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je ne sais pas si les gens de KNS sont toujours branchés. Non? Oui, je suis là. Ok. Vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir aussi. Hein. Ouais. Non, tout est OK. Pour l'orthophoto, nous, il ne devrait pas y avoir de soucis. Envoyez-moi un mail pour qu'il y ait une trace et on vous envoie ça. Super. Super. Ok. Je passe à la suite, mais si jamais vous avez des questions qui vous reviennent à la fin de la présentation, n'hésitez pas. L'avancement et notamment les impacts Covid, parce que du coup, il y en a plusieurs. Alors, l'avancement du projet, là, on vous a affiché en gros le tableau de complétion qui nous est demandé au niveau du projet en termes d'avancement. Donc, pour récapituler, on a donc finalisé la tâche 1 et finalisé tout l'aspect synthèse de données récupérées sur la tâche 2. Du coup, par la force des choses, pardon, on n'a pas pu faire d'acquisition sur le terrain pour l'instant. Ceci dit, on a quand même avancé sur la préparation des données qu'on a estimé à peu près à 50% d'avancement, puisqu'en fait, il nous manque les données acquises sur le terrain qu'il va falloir aussi préparer, formater pour l'intégration dans la modélisation 3D. Et puis on a aussi on est en cours de finalisation d'un rapport d'avancement année 1 que j'ai envoyé hier soir à France. Donc ça, c'est pour en gros l'avancement du projet. Là, on est un petit peu, pour l'instant, on est dans une phase de stand-by, de blocage du fait qu'on ne peut pas malheureusement venir vous retrouver sur place pour échanger avec vous sur le terrain et puis acquérir les données qui nous seraient nécessaires pour poursuivre le projet. Ensuite, le chronogramme, du coup, il y a aussi les nouvelles. Donc là, j'intègre les jalons des différents sites. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous en ai suffisamment parlé. Simplement, la dernière flèche jaune là, ça concerne le site
le site Grand Saint-Pierre à Thio de la SLN, donc qu'on a validé la fin novembre. Et du fait en fait des arrêtés gouvernementaux, de l'impact Covid, on a un décalage du projet de plusieurs mois. Et celui-ci intègre d'ailleurs le tout récent arrêté qui nous a été transmis récemment concernant le fait que pour l'instant il n'est pas possible de rejoindre la Nouvelle-Calédonie avant fin juillet. Donc c'est simplement, on a reporté, décalé tout le chronogramme, donc acquisition de terrain qui serait possible à partir de fin juillet uniquement. Ce qui décale tout le projet. Alors attendez, j'ai fait une fausse manip parce que j'ai un truc. Et du coup, ça l'étend jusqu'à à peu près fin 2022. Si on considère le décalage à minima, ce sera fin 2022 pour la fin du projet compte tenu de cet impact Covid. Ça, c'est pour l'impact chronogramme uniquement. Donc, alors, quelle stratégie pour la suite? On a quand même pas mal échangé, on a discuté, et donc on vous propose différentes possibilités alternatives, et volontairement, parce qu'on ne le souhaite pas, on n'a pas mis un arrêt du projet, hein, parce que franchement, ce serait vraiment le tout dernier recours. Donc, on vous propose 2 scénarios possibles, sachant que le projet ne peut pas se poursuivre sans une mission de terrain. Donc, 2 options pourraient s'étudier. Évidemment, les modalités, elles vont devoir se définir par des échanges et des discussions en détail avec vous et l'équipe de projet. Donc, le premier scénario, ce serait un scénario qu'on a appelé d'hibernation. C'est-à-dire qu'on met en stand-by le projet en attendant l'arrêté gouvernemental de Nouvelle-Calédonie qui nous permettrait de venir vous rejoindre. Hibernation, donc sachant que cette hibernation, évidemment, elle a des impacts en termes de coûts supplémentaires sur si le délai d'hibernation est trop important. Alors du coup, du fait de l'inflation, puisque le fait de reporter de l'activité d'une année à l'autre, ça provoque une inflation par rapport au budget du projet, mais aussi il faut qu'on définisse collégialement une échéance limite qui par rapport à la date de réveil. C'est-à-dire qu'on peut pas se décider d'une hibernation trop longue. Donc il faudrait qu'on discute ensemble d'une date de réveil de ce projet. L'autre scénario, ce serait d'une dérogation pour la mission. Donc en échangeant avec Vincent, il nous a parlé du fait que des demandes de dérogation spéciales peuvent se faire, puisqu'il y a eu visiblement des exemples, des cas, ça a pu se faire sur d'autres projets. Alors ça, la dérogation pour la mission, ça implique de toute façon une quatorzaine. Si on peut venir, c'est de toute façon une quatorzaine pour montrer que tout le monde va bien, qu'on peut aller sur le terrain. Donc ça implique forcément des coûts supplémentaires. En revanche, si on part sur ce scénario-là, il faudrait qu'on puisse faire cette demande de dérogation. On pourrait la faire dès janvier 2021. Donc, si on se décide sur ce choix-là, il faudrait rapidement qu'on demande cette dérogation. Par rapport à ceci, donc il y a donc comme je le disais, le projet ne peut pas se faire sans la mission. Il faudrait qu'on discute collégialement sur un nouveau jalon décisionnel. C'est pas très rigolo, mais c'est de se dire à partir, ça nous paraît raisonnable de se retrouver fin février 2021 pour échanger sur le fait que, à savoir si on poursuit ou pas le projet, quel que soit le scénario que l'on peut mettre en place.
En tout cas, quelle que soit la stratégie, le scénario 1 ou 2, faudra qu'on discute de la possibilité de mettre en place un avenant de chronogramme, comme je vous l'ai montré avant, avec plusieurs mois de décalage qui reportent pratiquement d'1 an, si ce n'est plus, et d'un avenant aussi budgétaire qui permettrait de couvrir l'impact Covid, puisque typiquement pour la quatorzaine, ça implique des frais supplémentaires de stand-by des agents à l'hôtel, ou aussi le financement de l'hôtel, enfin tous ces frais supplémentaires qui ne sont pas prévus initialement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, tous les coûts de report d'activité, déjà qui sont déjà effectifs, de report d'activité de l'année 2020 à 2021, mais aussi probablement, et du coup très probablement, de 2021 à 2022. Et on a ajouté aussi l'éventualité de rajouter des frais de coordination supplémentaires, parce qu'effectivement, tous ces impacts-là, toutes ces remises en question, ces retours entre pour réfléchir à des stratégies et des échanges de mise en place de poursuite du projet, ça demande des coûts de coordination qui sont quand même très importants. En termes de temps, ça nous a pris du temps. Donc ça, c'est un peu des questions qui vont être réglées entre le CNRT et le BRGM, je pense. Ouais. En réunion, je voulais juste revenir à la slide précédente avec les différentes options, hibernation et dérogation. Avant de parler de ça, est-ce qu'on pourrait... Je me demandais, en fait, puisque vous venez pour faire une mission de terrain, faire des relevés, je pense, sur le terrain, est-ce que c'est des choses qui ne peuvent pas être faites par des géologues locaux? C'est une question. Ça, en fonction des spécialités, en fait, on a besoin de... J'imagine que ça doit pouvoir se trouver. Après, c'est vrai, ça, c'est des choses qu'on peut discuter aussi. C'est à étudier, effectivement, en fonction des compétences. Il y a quand même des compétences, et c'est vrai que si ça bloque le projet à ce point, on peut peut-être étudier en tout cas la question en termes de géologues très compétents qui pourraient peut-être... Alors voilà, il faudrait peut-être décrire exactement ce qui va être regardé, par quel type de spécialistes ça doit être regardé, etc. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me paraîtrait possible. Moi, oui, moi, je remets pas du tout en cause les compétences qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. S'il y a des compétences en termes de géologie structurale qui sont importantes, c'est surtout sur ces aspects-là. Et puis après, les échantillonnages, tout ça, enfin, moi, je doute pas des compétences qu'il y a sur place. Donc, effectivement, il faudrait qu'on en discute, qu'on mette bien qu'on définisse bien les compétences qui sont nécessaires pour le faire, et après c'est à vous de nous dire si vous pensez que c'est faisable ou pas, si vous avez les personnes sur place, si elles sont disponibles pour le faire et tout. Effectivement, ça pourrait s'envisager si possible. Ouais. On pourrait essayer en tout cas, si vous faites un descriptif des types de compétences et de ce qu'il y aurait à faire, je pense qu'on peut essayer de voir dans le vivier local si on peut mobiliser quelqu'un. D'une part, je pense que ça va pas être facile. D'une part, on a eu ces questions sur d'autres projets, l'expertise que l'on fait venir en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'intérêt des projets. Oui, il n'y a pas comme ce projet quand même particulier, parce que c'est surtout la modélisation finalement qui va être l'apport. Ensuite, sur la structurale, en fait, les équipes, au moment où se monte le projet, on a un vivier d'expertise, il a changé. On garde toujours des experts, même en appel de d'autres, qui sont plus sur le terrain. Au sein de l'équipe de projet, je me retourne vers la GNC, pas simple, je pense. Alors, à l'université à l'université, il n'y a pas un géologue structuraliste. On est à un peu, il n'y en a pas. Je me tourne vers Stéphane, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de géologue et structuraliste à l'IRD. Oui. Il n'y a pas. Donc, non, je pense que c'est pas simple dans le panel de l'équipe de projet, je ne vois pas.
des différents membres du projet. À l'extérieur, je vois pas plus, c'est tout l'intérêt de ça. Je voudrais une toute petite question complémentaire, celle-ci. Tu mets des experts, pour faire venir des experts, c'était combien le nombre d'experts prévus? C'est sur l'analyse du coût, hein? 2. 2, d'accord. C'est 2, la quatorzaine envisagée. Vincent, c'est Séverine. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que l'autre difficulté, c'est qu'une fois que les géologues seront allés sur le terrain, la difficulté qui va se présenter, c'est que nous, en termes de modélisation et de données pour la modélisation 3D, on a besoin d'avoir les géologues vraiment avec nous. Physiquement, je veux dire, voilà, le problème va s'inverser, c'est-à-dire qu'au début, on va avoir les données, mais après, quand on va devoir travailler en équipe, il faut envisager à ce moment-là que les géologues qui vont relever les cartes et la structurale puissent venir à Orléans pour travailler avec nous. Oui, il y a ce volet-là qui n'est pas intégré, c'est vrai. Tout le volet de ces experts en retour, encore moins évident, je pense, avec des ressources locales. Oui. Ok. Et pour ce qui est de la dérogation pour la mission, le fait qu'on puisse les faire venir, parce que ça paraît de plus en plus possible, est-ce qu'ils seraient prêts à faire cette quatorzaine plus la mission du terrain? Je ne sais pas combien de temps il est prévu de faire, une semaine ou 15 jours, je ne sais pas combien de temps il devait rester. Alors, pour 14, alors c'était une mission de 2 semaines. Donc, en gros, ça ferait une mobilisation en Nouvelle-Calédonie d'1 mois. Alors, ça va dépendre de l'activité qu'ils ont au moment où la mission devrait se faire. Après, effectivement, ça se discute. Il y en a certains, j'en ai discuté avec certains. Oui, c'est possible. Il y en a d'autres, c'est un peu moins évident. Mais après, ça dépend. Sur le principe, ça pose pas de problème particulier. Après, c'est vraiment en fonction de quand est-ce que ça se fait et essentiellement, il n'y a pas de et. C'est essentiellement quand est-ce que ça se fait par rapport aux autres activités et de la planification d'activité des agents au BRGM. Mais si c'est envisagé suffisamment tôt et que c'est prévu que c'est prévu comme ça de manière anticipée, en concertation avec l'agent en question, c'est-à-dire que ça lui pose pas de problème, ce qui est pas forcément évident, hein. Rester 14 jours dans une chambre d'hôtel sans pouvoir bouger alors qu'on a juste un paysage paradisiaque autour de soi. C'est bon. Après, je pense que ça se discute. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient le faire, mais ça ne dépend pas que de leur volonté en fait. Mais sur le principe, oui. Ok. Bon après, c'est vrai qu'en ce moment les choses bougent du côté des vaccins et tout ça, donc je ne sais pas trop comment ça va. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça. En début d'année, ça va avoir peut-être des bonnes surprises. Faut espérer, ouais. Donc nous, ce qu'on fait en ce moment pour l'ensemble des projets, on est en train de regarder justement avec le gouvernement et les hôtels qui organisent ces quarantaines, est-ce qu'on peut vraiment y accéder et sous quelles conditions, est-ce qu'on peut avoir un prix mot, entre guillemets, puisque nous, on a beaucoup d'experts qui pourraient peut-être faire ça sur nos différents projets. Donc Laurence est en train de regarder tout ça et on aura des idées un petit peu plus claires d'ici quelques temps. Effectivement, on va communiquer avec les projets pour lesquels il semble possible de mobiliser les experts de cette façon-là. Est-ce que le jalon, du coup, fin février, il est un peu tard ou il est bien par rapport à votre projet? On peut peut-être essayer d'avancer fin janvier. Est-ce que de ton côté, Sensi, tu peux avoir une réponse des experts pour fin janvier, c'est-à-dire éventuellement 2 volontaires pour un enfermement 14 jours dans la même pièce, je disais, je pense, tout à l'heure, avant la mission? Est-ce que ça peut être avancé à janvier, fin janvier? Une réponse comme quoi ça pose pas de problème, c'est bien ça, la quatorzaine? Oui, ça, c'est de trouver 2 experts qui étaient disponibles
et pour lesquels la quatorzaine serait envisageable. On aura le scénario complet fin janvier. À ce moment-là, le scénario possible du CNLT, et on pourra prendre une décision sur la suite. Ouais, je pense que ça doit être faisable, ouais. Et c'est aussi bien, plus tôt ce sera fait, mieux ce sera, parce que du coup, ça permettra, début d'année, l'année se planifie, donc c'est aussi bien de le faire dès janvier, ouais, effectivement. Ok, donc on regarde ça de notre côté en premier lieu, et puis ensuite on revient vers vous pour les conditions. Super. Il y a Marie Van de Waal souhaite. Oui, j'avais une petite question à poser. Est-ce qu'il y a une date limite pour vous où le projet doit vraiment être bouclé? C'est-à-dire que dans le premier scénario, si on le mettait en stand-by, en hibernation, au mieux, on aurait fini fin 2022. Est-ce que ça, c'est complètement rédhibitoire? C'est-à-dire que c'est un scénario qui est inenvisageable pour vous ou pas? Non, nous, c'est justement vraiment la dernière date possible, c'est fin 2022. Puisque le CNRT, la phase actuelle du CNRT se termine fin 2022, donc effectivement, il faut absolument avoir fini les projets à cette date-là. Enfin, en tout cas, il faut faire notre possible pour que ce soit ainsi. Donc, ça reste encore possible pour cette échéance-là. Oui. Après, du coup, je vais peut-être un peu me répéter, mais c'est vrai que l'avantage dans l'hibernation que je vois, c'est le côté d'avoir d'autant plus du coup de recul par rapport à l'électromag. Avec, pour le coup, ça fera 2 ans d'exploitation, par exemple. Moi, je parle encore je prêche ma paroisse pour Grand Saint-Pierre, mais du coup, d'autant plus de temps de traiter, puis d'avoir le retour sur l'exploitation des zones couvertes par l'électromagnétisme. Donc moi, c'est vrai que personnellement, je serais plus favorable pour le scénario hibernation s'il faut se positionner sur un des 2 scénarios. Scénario marrant, donc il faut Alors, j'ai envoyé, parce que je suis pas sûre de pouvoir prendre, j'ai envoyé l'accord de consortium qui a été signé avec, je te l'ai envoyé, Son, par mail. Peut-être tu peux le projeter. On voulait voir si ça incluait les données EM, voir si l'accord qui a été signé avec la SLN. Donc, tu vas voir en bas de la page 3. Ça permet de voir, on avait listé toutes les données qui allaient être échangées. Attends, parce que le temps que j'ouvre le document. Ouais, super. Et ça permettrait de voir si, voilà. Page 3. Si ça intègre, parce que c'est vrai que c'est toujours long de signer un accord. Donc, du coup, si celui-ci pouvait tout englober, ce serait idéal. Alors, attends. Comment je fais maintenant? Paf. 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 Pif. Partager. Vous le voyez? Attends, ça va venir. Voilà. Donc, fin de la page, tu mets un tout petit peu plus petit, comme ça on verra. Tu m'en demandes, dis donc, des choses. Ah, désolée. Non, c'est pas grave. Donc, non, c'est bon. Je l'ai là. C'est bon, c'est plus petit là. Oui, mais qu'on est plus bas. Vas-y, descends. Plus bas, pardon. Alors, attends, du coup. C'est le point 4. Vas-y, continue plus bas. Voilà, point 4. Et là, stop. Et nous avons, voilà, toutes les données de surface, les données de profondeur 3D, données géophysiques, électromagnétiques. On avait dit géophysique, mais je ne sais pas si on a précisé ou électromagnétique. Voilà. Alors, pour la campagne EM dont vous avez parlé, la dernière, là, est-ce que vous pensez que ça va suffire? Oui, c'est données géophysiques et électromagnétiques. A priori, oui. Ouais, a priori, oui. Hein. Donc, ça veut dire qu'on peut les récupérer dès maintenant. Demain, donc. De mes collègues. Non, mais voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je me demandais si vous en aviez parlé avec Charlène. Voilà, c'est pour ça. Merci, Marie. Elle rentre dans le cadre. Super. Je voulais quand même signaler que alors c'est vrai que l'hibernation a été proposée, c'était très très lié
à cette campagne d'acquisition qui pour nous est bloquée. Alors, on a bien entendu là ce troisième scénario qu'il faut qu'on étudie, c'est de voir avec des géologues locaux. Mais Séverine nous a alerté, la modélisatrice, sur cette importance qu'ensuite ce géologue travaille avec les modélisateurs. Donc j'imagine déjà, il y a peut-être ce troisième scénario, imaginez peut-être à minima au moins un géologue d'Orléans, de chez nous, qui viennent, et peut-être avec un profil complémentaire chez vous. On va essayer d'étudier avec l'équipe en local là, ce troisième scénario, qui est en effet une alternative pour minimiser les coûts de quatorzaine et pouvoir faire cette campagne d'acquisition assez vite. Si on met je reviens à ce premier scénario d'hibernation, si on le met en hibernation et qu'on essaye, comme le propose Claire actuellement, de mettre à profit ce temps d'hibernation pour travailler plus les données et en acquérir plus, c'est plus de l'hibernation, hein. On continue, nous, à travailler. Et ça, c'était pas du tout prévu dans le budget initial, parce que on avait des postes de dépenses très précis sur chaque. On a déjà passé, ça fait pas mal de temps pour le choix des sites. Donc du coup, hibernation, nous, ça veut dire ce premier scénario, c'est on fait rien. On attend que de pouvoir aller sur le terrain, en fait. On fait plus rien, parce que nous, on peut pas laisser courir. Enfin, on peut pas laisser travailler les gens comme ça. Sur ce projet, si on n'a pas le financement derrière, ça devait pas durer pendant cette période-là. Voilà, c'est ça en France, on peut pas non plus. Hibernation, oui, c'est ça. Tu fais bien de le préciser, Oui, par rapport par rapport aux commentaires de Claire. Effectivement, hibernation, c'est hibernation. C'est justement, c'est ne plus avoir d'activité sur le projet pour préserver au maximum le budget jusqu'à la possibilité de pouvoir aller sur le terrain. Oui, après, oui, la géofiche, de toute façon, il n'y aurait pas besoin de travailler dessus avant de faire la modélisation. C'est juste qu'au moment de la modélisation, il y aura 2 ans de recul avec du coup, une visualisation de l'ER exploité. D'accord. Je pense que ça correspond bien à l'hibernation. Je ne pense pas que ça nécessite. D'accord. Enfin, à part peut-être, oui, rajouter la mise au format. Enfin, je ne sais pas c'est quoi le format. Et bon, comme c'est un format en même temps qui a été fourni par le BRGM, ça devrait correspondre à le standard, je suppose. Non, mais tu as raison, il faudrait qu'on voit le format, mais normalement, oui, c'est un format qui est compatible. Donc, c'est pas, ou de toute façon, l'exploitation de la donnée, elle pourrait se faire après. En fait, ce que tu veux dire, c'est profiter de l'hibernation pour récupérer l'information simplement. Oui, pour l'intégrer dans le FTP et nous de notre côté être en capacité de la récupérer oui. Voilà. Il y a quand même un truc qui tourne, c'est que l'hibernation telle qu'on la pense là, c'est pour que la donnée des sondages géologiques avance en même temps de l'exploitation, en même temps que avec les zones de l'EM. Ça veut dire que vous aurez au terme de l'exploitation, au terme de l'hibernation, vous aurez 2 nouveaux sondages. Ah non, 2 ans. Ah oui, 2 nouveaux sondages. On n'est pas obligé de rajouter les sondages, s'il y en a des nouveaux, parce que ça va faire un nouveau travail de mise au format. C'est juste qu'il y aura la topo. Si, voilà, il y aura une nouvelle topo à date où on aura davantage exploité le gisement. Ouais, c'est ça, il y aura une nouvelle topo. Il y aura une nouvelle topo. Moi, je me dis, il y aura il risque d'y avoir des observations géologiques supplémentaires. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de la tâche. Et puis, l'hibernation, moi, quand je regarde de l'extérieur, là-dessus, ce que je crains simplement, c'est que l'hibernation nous laisse aucune marge. Ouais. C'est-à-dire que si on a le moindre souci en termes de libération, on va absolument tenir dans un délai court, sans aucun, j'allais dire retard négociable, c'est pas ça, mais en tout cas sans aucune adaptabilité. C'est un peu le risque que je vois à l'hibernation. On avait dit que dans le scénario d'hibernation, il fallait fixer une date de réveil, c'est-à-dire pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. A priori, ça devrait être bon en juillet, c'est sûr, on attend l'arrêté du gouvernement, mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Ça peut imposer de votre côté des vaccinations obligatoires pour venir, des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas encore. J'avoue que la dérogation, moi, me plaît pas mal, parce que on sait qu'on devrait pouvoir arriver à partager les coûts avec le gouvernement. Le gouvernement prendra en part,
Je pense, Ça, c'est pas sûr. c'est pas sûr, mais ça s'est fait. Parce que là, s'ils ouvrent, ce sera auprès des gens qui vont venir les chercher. Alors, ce qui s'est passé pour le projet actuel auquel je me référais, c'était l'électromag de POUM. Ah oui. Ça a été financé par le gouvernement. Ah oui, ok. Donc, Ça change tout, hein. voilà, je pense qu'il y a encore une marge de discussion. Le sujet nickel est à la mode en ce moment. Donc, je ne sais pas si c'est. Bah, du coup, on va poser la question. Je pense qu'il faut poser les deux questions. Puis, c'est pas le lieu, c'est vrai, de la prise de décision aujourd'hui. Hein. C'est une décision CRT. Échanger sur les différents scénarios. Voilà, il y a du pour et du contre chaque. Il faut qu'on regarde exactement sur ça. Moi, la seule crainte que je vois de l'hibernation, c'est que l'on n'a plus du tout d'adaptation possible si on avait des soucis sur les données. L'EM actuel, elle est disponible. La différence entre l'EM actuel disponible et l'EM actuel disponible avec l'hibernation, c'est le taux d'études qu'on aura acquis en plus pour caler, sachant que c'est pas forcément une tâche qui est initialement prévue. Donc il faut qu'on. Est-ce que ça apporte une plus-value intelligente? Parce qu'il faut regarder aussi un petit peu ce qui est intéressant pour avoir. C'est des points de calage supplémentaires. En fait, ce que ça apporte, c'est des points de calage supplémentaires du modèle. Est-ce que c'est par rapport à l'électromag? Ça peut apporter une plus-value vraiment significative? Il faudrait avoir une estimation éventuellement du taux de découverte qu'on gagnerait en 6 mois. Je sais pas si vous m'entendez, Séverine. Oui, on t'entend. Juste quand même de rappeler qu'au niveau du projet, il n'est pas question au départ d'analyser ou d'interpréter les données EM qui ont été levées dernièrement. Donc même si on sera ravis de pouvoir les obtenir et de regarder ce qu'il en est, etc. Dans le projet, dans la tâche que nous avons définie, c'était surtout de récupérer les données de résistivité et de faire de l'inversion EM, ce que ça donnait à partir d'un modèle géologique en exploitation. Donc après, c'est clair qu'on regardera volontiers les données, mais juste bien se dire qu'on ne pourra pas passer outre mesure du temps pour interpréter ces nouveaux profils. Après, il faut voir, mais avec entre le décalage et les finances qui vont sûrement gonfler, il faudra être vigilant par rapport à ça, de ne pas attendre trop de notre part de ce côté-là. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire de ce point de vue-là. En fonction de la situation et des informations que pourra apporter ces levées. Mais oui, il y aura forcément des choix à faire. Tout ne pourra pas être fait. Je propose, c'est que les deux scénarios, hibernation et dérogation, soient simulés avec les dates et les coûts prévisionnels pour la dérogation. On va faire le scénario avec 2 experts et 1 expert si on trouve le complément. Pour le scénario hibernation, on va faire le scénario avec les délais de temps supplémentaires et éventuellement les délais de traitement supplémentaires que vous pourriez soulever. Les coûts supplémentaires de traitement, et puis on en rediscute autour de ces 3 options. Oui, parce que en fait, je n'ai pas très bien compris l'intervention de Séverine. Parce que si je comprends bien en fait, ce que tu proposes, c'est d'amener des points de calage supplémentaires, puisqu'on aura plus de recul sur ce qu'a donné l'électromag en réalité. Oui, on aura de l'électromag exploité. Oui, voilà. Des centaines d'épaisseurs à certains endroits de l'air exploité. Mais l'électromag est déjà interprété, je veux dire, les données sont déjà interprétées dans le cadre de ce qui est transmis au. Non, les données ne sont pas interprétées dans le cadre de ce qui est transmis. Ce qui est transmis, c'est la résistivité apparemment mesurée sur les sondages. Il n'y a pas d'interprétation à l'heure actuelle. Oui, il y a des bases, j'ai même service mes collègues qui travaillent justement sur l'interprétation avec le linéaire normalisé. Sur les autres, enfin sur ceux avec lesquels on pensait déjà travailler. Qu'est-ce qui va être fait vraiment? Résistivité par rapport. Non, c'est quel est un signal de résistivité théorique qui serait produit par le modèle géologique 3D. Et c'est à partir de ce signal de résistivité théorique, une comparaison avec les signatures EM obtenues là où on n'a pas de sondage. Donc c'est ça l'origine. Mais en avoir plus pour mieux caler, c'est pas intéressant. Est-ce que ça peut être dans l'esprit intéressant, mais c'est quand même une tâche supplémentaire parce que ça veut dire qu'on recale
le modèle dans les zones de découverte. Donc, on réintègre les paramètres géologiques des données. Donc, il y a de nouvelles données de sondage à réintégrer. Donc, on a un modèle géologique théorique que l'on puisse comparer avec l'EM obtenu lorsqu'on simule l'EM. Ouais, il y a vraiment trois tâches. Parce que sur KNS, la zone n'est pas en exploitation. J'ai pas étudié la zone. Parce que pour savoir si on est dans le même cas de figure, si c'est marrant. Si c'est une zone en exploitation ou pas. Sur du B, j'ai pas regardé. J'étais pas content, il me semble que c'est bien exploité. Oui, c'est exploité. Est-ce que les gens de KNS sont toujours là? Oui, je te confirme, Claire, Doubé, c'est bien exploité. D'accord. Donc c'est le même cas de figure. Oui, du coup, c'est la même chose. Donc, comment on gère ça? Il y a un truc qui m'échappe un peu. Enfin, moi, je ne sais pas répondre à la question de but en blanc comme ça par rapport à la tâche supplémentaire. On essaie de faire les 3 scénarios et de trouver les éléments clés d'ici fin janvier. Et puis, on pose sur la table et on prend la décision d'ici fin janvier. Parce que ce que j'en conclus dans la décision, c'est que le jalon décisionnel, on peut essayer d'avancer un peu. Oui, c'est ça, c'est ce que proposait France, ouais. Ouais, c'est fin janvier sur les 3 questions, les 3 scénarios. Ouais. D'accord. Ok. Dans l'hypothèse que le premier scénario d'hibernation soit un scénario où des données complémentaires soient acquises, c'est à voir. Le scénario d'hibernation que propose Claire, c'est un scénario avec quand même des données nouvelles, quelque part. Après, si jamais on ne fait pas l'hibernation, on aura toujours l'EM, je pense, qui est bien à fournir avec un an, on va avoir le retour sur l'EM sur un an. Oui, je pense qu'on aura toujours, de toute façon, avec un an et demi. Donc ça sera. Ok, ça peut quand même. Parfait. C'est comme ça. Alors la suite, une petite allait être en lien avec une nouvelle coordinatrice, puisque moi je suis amenée à d'autres missions au sein du BRGM. Je regrette d'ailleurs beaucoup de ne pas pouvoir suivre la coordination de ce projet pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous et toute l'équipe de projet. C'est une bonne équipe. Donc jusqu'à présent, donc jusqu'à fin décembre, je reste la coordinatrice et à partir de janvier, ce sera Séverine Caridge-Monod qui sera coordinatrice et géomodélisatrice. Donc elle aura les 2 casquettes. Et sinon, le reste de l'équipe reste inchangé par rapport au début du projet. Voilà. Donc c'était la dernière petite décision pour finir cette présentation.